Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, revenons sur la catastrophe nucléaire la plus grave du XXe siècle, celle de Tchernobyl. Nous verrons pourquoi l'incident a été pris en charge de cette façon par les médias. Était-ce réellement par volonté de rassurer la population? Ou est-ce que cela cachait quelque chose de plus grave? Et surtout, quelles furent les conséquences de cet incident? Ce soir, retournons 30 ans en arrière pour essayer d'élucider un des mystères médiatiques les plus invraisemblables de ces dernières décennies. Un reportage de Victor Callot, Corentin Arouis, Benjamin Matilla et Manon Pelou. Madame, Monsieur, bonsoir. Accident dans une centrale nucléaire soviétique. À 19h17, l'agence soviétique TASS annonçait un accident en Ukraine dans une centrale nucléaire. La centrale de Tchernobyl en Ukraine, au nord de Kiev, des taux de radioactivité anormalement élevés. L'agence TASS, qui a annoncé exceptionnellement la nouvelle, n'a précisé ni la date, ni les conséquences de cet accident. On sait seulement qu'il y a des victimes. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, près de la petite ville ukrainienne de Pripyat, la centrale Lénine prépare une expérience afin de montrer que le réacteur peut se redémarrer seul. Au fil de l'expérience, la puissance du réacteur augmente de manière incontrôlable jusqu'à l'explosion de son cœur qui fait sauter la dalle en béton qui le recouvrait. Le réacteur dégage alors des vapeurs qui vont former un nuage radioactif qui se propagera à très grande vitesse dans toute l'Europe. Les JT français ne parlent de l'événement que plusieurs jours plus tard à cause de la fête du travail, mais surtout à cause du manque d'informations officielles de la part du gouvernement ukrainien et russe. Pour ces raisons, les nouvelles sont diffusées au compte-gouttes et n'apportent aucune information basée sur des données scientifiques. Les soi-disant experts invités sur les différents plateaux de télévision sont unanimes sur le fait que le nuage n'atteindra pas la France et que même s'il parvenait à rejoindre le territoire français, il n'y aurait aucun risque pour la santé. Ça ne présente absolument aucun danger. Tout ça dépend de la météo, après des vents. Je ne pense pas que ça puisse aller à une échelle supérieure à quelques dizaines de kilomètres aux alentours de la centrale. S'ensuit alors de nombreux météorologues montrant la progression du nuage vers les pays au nord de la centrale grâce à l'anticyclone des Açores qui sert de barrière de protection contre les perturbations venant de l'Est. Donc sur les Açores, puis qui a gonflé, s'est développé sur l'Atlantique. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. On voit alors apparaître à la télévision un certain Dr Pellerin, qui va faire office d'intermédiaire entre la communauté scientifique et la population inquiétée par ce nuage menaçant. Ce docteur va rassurer la population en assurant catégoriquement que la radioactivité du nuage est sans danger car trop faible. Il s'agit d'une radioactivité qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Il prend pour exemple la Scandinavie, qui n'a, soi-disant, eu aucune retombée radioactive dangereuse. Il affirme aussi que seules les personnes à l'intérieur de la centrale et les environs immédiats sont menacées. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine. Et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Comme très peu d'informations officielles sont relayées à la télévision, la parole de ce docteur et des autres experts apparaît comme irréfutable. Des communiqués venant des scientifiques en charge de l'étude de la radioactivité assurent que celle présente est sans danger et ne pose aucun problème d'hygiène. Il n'est pas, selon eux, nécessaire de prendre de l'iode afin de réduire les risques. Seulement, le bouche à oreille entre les habitants s'intensifie. Après quelques jours, les premiers doutes surgissent. Est-ce vrai que le taux de radiation n'est pas assez élevé pour nuire à la santé publique? Et surtout, qui est ce docteur Pellerin et est-il apte à donner de tels verdicts sur un incident de cette envergure? Les premiers faux pas des médias arrivent et montrent que depuis l'incident, ils n'étaient pas réellement informés et que tout était très flou. Les mesures prises par les autres pays sont clairement différentes. L'Italie, pourtant plus éloignée que la France de la centrale, interdit la consommation de la plupart des produits récoltés sur leur territoire. En Italie, on n'a pas le droit de manger des salades. Et nous, les salades, les herbes, c'est ce qu'on ramasse tous les jours. Et on dit, mais non, nous, on n'a pris aucune précaution. Et à partir de là, on se dit, mais quand même, si en Italie, ils ont fait quelque chose, nous, géographiquement, on est quand même beaucoup plus proche de l'Italie. Donc, on commence à s'inquiéter. Même situation à la frontière franco-allemande, où la salade n'est pas jugée contaminée selon le pays dans lequel elle a été ramassée. De ce côté-ci, c'est la France, et la salade est jugée parfaitement saine.
Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne et la salade est jugée dangereuse pour la consommation car trop chargée en particules radioactives. Elle est par conséquent interdite. Il y a aussi cette disparition mystérieuse d'un détecteur de radioactivité dans une caserne de pompiers après que celui-ci ait détecté une radioactivité bien supérieure aux normes de sécurité. Un des appareils que nous avions disposé dans la caserne pour mesurer la radioactivité de l'air, donc c'est mis en œuvre dans la fin d'après-midi. Et puis ce jour-là, il y avait quand même une atmosphère un peu particulière puisque il y avait ces masses nuageuses, cet air humide, cette ambiance qui a fait un petit peu accroître notre inquiétude. Et on s'est dit, là, il y a véritablement un problème sérieux. Et il y a eu à nouveau des sonneries le jour d'après, le 3. Et donc dans la semaine ou les 10 jours suivants, je veux dire, l'appareil a été enlevé et on ne l'a plus retrouvé, quoi. Après cette affaire, la vérité ne peut plus être cachée et les révélations tombent. En France, nous sommes montés là à 400 dans certains points. 400 fois supérieur à la radioactivité. À ce que nous avions avant. Ouais. Ça, c'est les chiffres qu'on découvre aujourd'hui. Voilà. À la suite de cet aveu du docteur Pellerin, cela ne fait plus aucun doute. Le gouvernement a menti. Après cette révélation forcée, les médias et le gouvernement ont dû réagir. Très vite, les unes des journaux ne parlent que de ça. C'est la révélation d'un mensonge de très grande envergure. Cependant, aux yeux des médias, il ne s'agit là que d'un manque de communication. Personne ne se résout à admettre que l'information a bel et bien été cachée afin de rassurer la population. À cause de ce manque d'information, des milliers de personnes furent diagnostiquées avec différents cancers. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes souffrent de séquelles dues à cet incident. Se pose alors la question suivante. Jusqu'où les médias peuvent-ils aller pour rassurer la population ? Il est clair que dès le début, les informations n'ont pas été diffusées dans cet unique but. Mais est-ce bien la seule raison ? Pour certains, les médias n'ont pas eu le droit de parler de Tchernobyl afin de protéger et de ne pas faire de tort à l'industrie nucléaire. Ce cas soulève alors de nombreuses questions et montre les enjeux des médias. Il y a certains sujets dont on ne doit pas parler. L'industrie nucléaire a fait pression auprès des médias afin que l'information ne soit pas diffusée, quitte à mettre en danger la vie de milliers de personnes. Mais alors, que doit-on révéler et que doit-on cacher ?